Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents en si grand nombre. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir assister au dévoilement des tendances en philanthropie, notre étude qu'on mène depuis plus de 15 ans maintenant chez Épisode. Merci d'être là. Aujourd'hui, vous êtes près de 1400 présents sur la ligne. 1400 passionnés de philanthropie, ça c'est certain, mais je présume aussi peut-être quelques-uns préoccupés par la situation, préoccupés par le contexte économique, préoccupés par l'avenir même de la philanthropie. Est-ce que la situation économique a un réel impact sur les dons? Est-ce qu'il reste encore de l'argent avec toutes ces nouvelles causes aussi qui se tournent vers la philanthropie maintenant? Ben, aujourd'hui, on est là pour poser vraiment un regard clair sur la situation. Puis je sais que, il y en a beaucoup d'entre vous que vous êtes là dans un rendez-vous familial presque avec votre équipe de travail. Je vous remercie puis je vous salue pour ça. Puis aujourd'hui, on prend vraiment ce temps d'arrêt dans notre journée pour se poser les questions, pour réfléchir ensemble, mais surtout pour vous donner des indicateurs clairs pour que vos prochaines stratégies soient vraiment arrimées au marché actuel et on pose le regard sur les tendances des donateurs individuels, des PME et des grandes entreprises donatrices. Je me présente, Laetitia Chaguette, présidente chez Épisode, et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée de, évidemment, ma fidèle acolyte, Amélie Lheureux, directrice principale études d'expertise chez Épisode. Salut, Amé. Oui. Et aujourd'hui, pour la première fois, pas pour la première fois chez Léger, parce que ça fait déjà un bon bout de temps qu'on travaille ensemble, mais pour la première fois à notre webinaire, Afaf El Adoui, directrice de recherche senior, affaires publiques et communication chez Léger. Salut Afaf, merci d'être là. Bonjour. Alors, je sais on est pressé là, de vous donner les résultats. On a hâte de démarrer. Par contre, je vous partage deux, trois éléments techniques vraiment avant de commencer. D'abord, il y a deux modératrices de chez Épisode qui travaillent en ce moment à répondre à toutes vos questions, Julie et Myriam. Vous pouvez en tout temps leur écrire dans le chat. Je vous dis déjà que 90% des réponses vont être la réponse va se trouver dans notre étude. Donc, soyez pas inquiets. Toutes les réponses se trouvent dans notre étude. Elle est là, on l'a sous les yeux et elle fait 160 pages cette année. Donc, vous en avez vraiment là, on couvre absolument tout. Euh, Vous allez recevoir à la fin de la rencontre un lien pour télécharger directement l'étude sur notre site Web. Et si vous n'avez pas le temps de le faire aujourd'hui, ben, dès lundi, vous allez aussi recevoir par courriel l'étude complète et la rediffusion de la webinaire aussi. Donc, ne soyez pas inquiets. Vous le savez, là, chez Épisode, on aime vraiment travailler avec vous sur le terrain, vous aider à développer vos stratégies philanthropiques en accompagnement, mais on a vraiment aussi un grand attachement à partager nos connaissances, partager ce savoir-là. On y croit profondément. C'est notre responsabilité sociale d'entreprise. C'est un travail de longue haleine qu'on fait sur une très longue période dans l'année, mais qu'on est très fiers de vous dévoiler aujourd'hui. Donc, Amélie, là, je te laisse poursuivre pour nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années, puis aussi pourquoi Léger est un partenaire aussi important pour nous. En fait, oui, merci Laetitia. Puis bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour vous partager cette belle étude. Oui, donc depuis les débuts, on travaille en partenariat avec Léger. Notre objectif chez Épisode, ça a toujours été d'offrir au secteur des données très fiables et exhaustives. Puis comme Léger est la firme la plus reconnue en matière d'intelligence de données, c'était tout naturel de travailler avec eux. Donc à travers les 15 dernières années, l'ensemble des études ont été, que ce soit sur le leadership au féminin, sur les PME, ça a toujours été fait là, donc en partenariat avec Léger. Par rapport à l'étude sur les tendances en philanthropie, c'est sûr qu'au fil des éditions, là, on est à notre 10e édition cette année, bien, on a précisé certains angles d'analyse, on a bonifié nos questions, mais il en demeure pas moins qu'on est vraiment en mesure de faire des comparaisons qui nous permettent d'observer des tendances sur une période très longue. Et ça, c'est vraiment intéressant, là. Ça fait de notre étude une étude qui est particulièrement intéressante sur le plan longitudinal pour valider l'évolution des comportements des donateurs. Donc, AFAF est effectivement une collaboratrice de longue date. Ça fait plusieurs éditions de l'étude qu'on travaille avec elle. On est vraiment heureuse là, tout au long de la réalisation comme telle de l'étude, de la saisie de données et tout ça, puis de l'analyse, de travailler vraiment en étroite collaboration avec elle. Mais on est aussi très contente et honorée qu'elle soit ici aujourd'hui parce que vous allez voir qu'à travers sa grande expertise et sa connaissance de tous les enjeux, en fait, du contexte sociodémographique puis socio-économique, ça va vraiment permettre de venir mettre en lumière certains résultats de notre étude.
Toutefois, avant de plonger directement dans les résultats, Afaf, je t'inviterais, s'il te plaît, là, à nous partager un peu les éléments de méthodologie là, qui ont été mis en place là, pour arriver justement à la fiabilité des données qu'on va partager aujourd'hui. Merci Amélie. Puis chez Léger, on est très fiers d'accompagner Épisode sur cette étude qui est très importante sur laquelle on collabore depuis de nombreuses années. Puis moi, personnellement, je suis très ravie de travailler avec une équipe aussi passionnée. Donc, merci pour l'invitation. En termes de méthodologie, donc notre étude, elle couvre 3 types de donateurs, les individus, les PME et les grandes entreprises donatrices. Cette année, le sondage a été réalisé en début d'année 2026, ce qui fait que les répondants, on les a invités à nous déclarer ce qu'ils avaient réellement effectué comme don au cours de l'année précédente. Alors que dans les éditions précédentes, c'était réalisé en cours d'année et donc on leur demandait un peu d'estimer ou de nous dire la prévision de ce qu'ils auraient donné jusqu'à la fin de l'année. Donc, en termes de méthodologie, cette année, on est encore plus précis en termes de portraits de dons qui ont été réellement versés. Pour le sondage individu, on a un échantillon robuste de 2500 répondants, dont 1500 répondants au Québec. C'est un échantillon qui est important parce que ça nous permet de faire une lecture non seulement au niveau du Canada, au niveau du Québec, mais vraiment d'aller creuser les tendances au niveau de sous-groupes démographiques, comme les générations, par exemple. Mais cette année aussi, ça nous a permis de rajouter une nouvelle couche d'analyse ou un nouvel angle d'analyse qui est d'aller porter un regard sur les Québécois en fonction de leur niveau de revenu, mais aussi en fonction de l'ethnicité. Pour le sondage PME, ce sont 160 dirigeants de PME de 25 employés et plus qui ont répondu à notre sondage téléphonique. On sait qu'une grande partie des PME au Québec, ben, c'est plus constitué de micro-entreprises. La raison pour laquelle on exclut les entreprises de moins de 25 employés, c'est que souvent, dans ces entreprises-là, le comportement philanthropique de l'entreprise, ça revient au comportement philanthropique du dirigeant qui va plus agir comme un donateur individuel plutôt que comme le représentant d'une entreprise qui a sa propre stratégie philanthropique. Donc, c'est pour cette raison qu'on couvre les PME de 25 employés et plus. Notre échantillon, il est représentatif de cette cible-là, avec une majorité de notre échantillon qui sont des entreprises qui ont entre 25 et 99 employés, et aussi une majorité qui a plus de 20 ans d'expérience. Je vais ajouter un petit élément, Oui. excuse-moi, Afaf, simplement vous Oui. mentionnez que cette année, on a ajouté aussi une observation des PME à l'égard de leur territoire. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, vous allez voir dans l'étude, on creuse ce filon-là davantage qu'on va le faire aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps d'aller dans tous ces détails-là, mais vous allez voir dans l'étude, on regarde donc quel est le comportement des PME en région et des PME qui sont plutôt dans des centres urbains. Donc, c'est vraiment un ajout qu'on a fait, c'est très intéressant. Puis on regarde aussi en fonction de leur ancienneté, donc leur année d'existence. Fait que ça amène un regard aussi encore plus précis là, sur les distinctions qu'il y a à faire là, entre les différentes PME. Merci Amélie pour la précision. Pour le sondage auprès des grandes entreprises donatrices, on a opté pour un échantillon de convenance vu la particularité de cette cible-là. Donc, on a 34 décisionnaires dans de grandes entreprises québécoises donatrices. Donc, c'est vraiment le portrait des entreprises qui donnent. On parle d'entreprises qui ont en majorité 500 employés et plus, et dans les 3/4 ont plus de 50 ans d'existence. Donc, en termes de nombre d'entreprises dans le tissu économique québécois, c'est vraiment une très petite proportion des entreprises au Québec, mais qui fait beaucoup la différence en termes de philanthropie. C'est pour ça que c'était important pour nous de les inclure dans le sondage et on était très heureuse de voir qu'elles ont répondu à l'appel, même si c'est des décisionnaires qui sont très, très occupés. Merci, Afaf. Je me tourne encore vers toi, en fait, Afaf, pour la suite, parce que on peut se poser la question maintenant, ben, qu'en est-il de la philanthropie dans ce contexte socio-économique difficile? Évidemment, tu sais, c'est la trame de fond de toute notre dernière étude, ce contexte particulier. Puis je sais que chez Léger, il y a eu quand même plusieurs études là, qui ont été menées récemment. Puis je me demandais quel est le niveau de confiance des Québécois actuellement face à leur avenir économique et financier, finalement.
Oui, effectivement, en fait, je pense que je suis pas la seule à le dire, mais on a l'impression depuis les dernières années qu'on passe par une zone de turbulence qui veut pas se terminer, en fait. Exact. Et tout ça, ça a un impact sur le ressenti des Québécois, leur comportement et comment aussi ils perçoivent l'avenir. Dans les sondages qu'on a réalisés récemment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 61% des Québécois qui pensent que la situation économique au pays est mauvaise, voire très mauvaise. Et on a uniquement 6% qui s'attendent à ce que la situation s'améliore dans le futur. Ce qu'on voit aussi plus en termes financiers, c'est il y a une étude qui vient d'être publiée, que l'on réalise régulièrement avec Centraide, qui est sur l'indice d'anxiété financière. Puis ce que ça Mhm. nous montre, c'est que près de 9 Québécois sur 10 ressentent une certaine forme d'anxiété financière et la moitié ressentent une anxiété financière qui est modérée à sévère. On voit aussi qu'il y a une légère tendance à la hausse depuis 2022-2026. On voit que l'anxiété financière a progressé légèrement. Euh, mais ce qu'on voit aussi, c'est que quand on demande aux Québécois d'évaluer leur situation financière personnelle, il y a quand même la moitié qui nous disent qu'elle est très bonne ou bonne C'est et ça. un tiers qui nous disent qu'elle est correcte. Donc, le portrait n'est pas complètement sombre. Ouais, c'est un peu même paradoxal, là, ces deux volets-là, finalement, d'une même problématique, d'une même question. Puis, tu sais, nous, à travers notre sondage, on a voulu voir comme il y avait un peu de la méfiance ou un manque de confiance là, à l'égard de l'économie. Ben, est-ce qu'il y a aussi une méfiance ou un manque de confiance des individus à l'égard même des causes elles-mêmes? Donc, ça, on a voulu le valider, puis on était, ben, évidemment, agréablement surpris, mais pas tant surpris parce que ça se maintient depuis les dernières années. Le trois quarts des répondants estiment que nos organismes répondent vraiment à des besoins que l'État ne pourrait pas répondre, donc que nos gouvernements ne sont pas en mesure de répondre. Ils savent que le soutien financier de la population est essentiel aussi pour le bon fonctionnement de nos organisations, puis ils ont aussi confiance que leurs dons sont bien utilisés. Donc, quand ils donnent, ils savent que vos organismes vont vraiment faire l'utiliser à bon escient. Euh, Or, ce qu'on remarque aussi, c'est que parce qu'il y a toujours une question sur la responsabilité de la philanthropie, et à travers cette question-là, ben, on veut responsabiliser tout le monde, hein. Il y a comme un double objectif. Et puis, dans les dernières années, notre point de tarte était quand même assez varié là, entre l'État, l'individu, le citoyen, les entreprises, les grandes fondations. Cette année, avec ce resserrement-là là, de l'économie, comme les individus se sentent un petit peu plus à l'étroit financièrement, bien, on sent qu'il y a un glissement des attentes vers l'État, un glissement vers le gouvernement. Donc, c'est 70% des répondants qui ont dit, bien, finalement, financer nos causes, c'est d'abord et avant tout à l'État de le faire et c'est une responsabilité qui revient au gouvernement. Euh, Vous allez voir, ça ne les désengage pas quand même de la philanthropie. On est vraiment dans une philanthropie résiliente. Par contre, nos donateurs sont de plus en plus exigeants et de plus en plus rationnels aussi. Puis vous allez le voir tout au long de la présentation à différents niveaux. Alors, quel est l'état des dons au Québec et au Canada? Eh bien, 74% des individus estiment à l'heure actuelle que la situation économique influence leur capacité de donner. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand on rentre un peu plus dans le détail? Et d'ailleurs, c'est un pourcentage qui est toujours en augmentation. Ça fait quelques années quand même, là, depuis la pandémie, là, qu'on mesure cette donnée-là, puis c'est toujours légèrement en augmentation et dans des ratios à peu près similaires aussi au Canada. Là, donc, la situation n'est pas plus belle chez nos voisins. Et de quelle manière ça se traduit? Ben, c'est soit par des dons moins élevés pour 44% de la population, par exemple, moins de spontanéité, moins d'organismes soutenus, ou pour certains, se sont même dotés d'un budget de dons. Donc, quand on parle de donateurs plus rationnels, on va jusqu'à planifier notre année et anticiper à qui on va faire des dons tout au long de l'année. Euh, il y a une bonne nouvelle derrière ça. Puis vous allez voir les bonnes nouvelles, on a le goût de s'y accrocher parce qu'il y en a des moins bonnes cette année. Donc, dès qu'il y en a une bonne, je vous le dis,
Bonne nouvelle, une hausse significative du nombre de donateurs malgré toutes ces pressions économiques. Et vous le voyez, là, c'est peut-être petit à l'écran, là, je ne sais pas exactement ce que vous voyez, mais il faut lire ça de différentes manières. D'abord, on est passé de 50% de donateurs au Québec à 58% cette année, donc depuis 2023 à 2025. Au Canada, c'est 53 à 61. Mais tu sais, si on regarde vraiment la ligne de temps là, à travers les dernières années, on se rapproche de plus en plus des plus hauts sommets qu'on avait bien avant la pandémie. Donc, il faut quand même s'en réjouir de ça. Les gens reviennent ou de nouveaux donateurs arrivent dans le portrait et c'est ce qu'on va voir immédiatement. Comment on l'explique, cette hausse de donateurs? Ben, c'est surtout marqué pour deux raisons. Et là, on peut vraiment se réjouir de la Gen Z, notre génération Z. Ça fait longtemps qu'on commence à vous dire ils sont intéressants en philanthropie, ils vont être là peut-être d'une manière différente, évidemment d'une manière différente qui les caractérise, mais ils sont vraiment présents. Cette année, c'est une hausse de 13% de donateurs de cette génération-là. Donc, on est vraiment là de plus en plus, on a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la philanthropie et qui donnent. Puis, Afaf, tu avais une petite explication quand même par rapport à cette Gen Z, là, parce qu'il y a eu aussi une étude de Léger sur cette génération. Oui, quand on parle de la génération Z, on parle au fait des personnes qui ont entre 17 et 29 ans en ce moment. Et donc, c'est une génération qui arrive de plus en plus sur le marché de travail et donc qui a accès à de plus grands revenus. Donc, ça explique pourquoi il y a une hausse au niveau des donateurs à ce niveau-là. Mais aussi, dans l'étude NextGen, qui est une étude qu'on réalise annuellement auprès de la génération Alpha et de la génération Z, ce que ça nous dit, c'est que la génération Z, elle est effectivement sous pression. On voit que la majorité place le coût de la vie parmi leurs principales préoccupations. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ce n'est pas une génération qui est désengagée. Ils sont nombreux à être vraiment ouverts à poser des gestes citoyens, par exemple, signer une pétition, participer à une manifestation pacifique ou encore faire un don à un organisme militant. Donc, ça reste une génération qui est impliquée dans la société. Puis on va voir aussi un peu plus tard l'impact aussi sur leur indice de générosité qui est super intéressant. Donc, on vous tient en haleine là-dessus. La deuxième raison là, pourquoi il y a eu une hausse de donateurs, c'est des petits donateurs, donc entre 1 et 50 dollars. On a vraiment eu une forte augmentation cette année de plus petits dons, donc des dons vraiment entre 1 et 50 dollars. On voit la même tendance aussi au Canada. Par contre, au Canada, il y a aussi eu une hausse importante de dons de 500 dollars et plus qu'on n'a pas vu au Québec cette année. Par contre, on peut vraiment se réjouir là, de l'entrée de tous ces nouveaux donateurs-là. C'est sûr, ça peut paraître des petits dons, puis on se dit comme organisation, ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais au final, c'est important hein, de maintenir vraiment cette base de donateurs individuels et une assez grande base pour soutenir justement les espèces d'aléas de l'économie. C'est quand même, c'est là où ça fait la différence parfois. Si vous n'avez pas encore de stratégie philanthropique qui s'adresse vraiment à des plus petits donateurs, je vous invite à y réfléchir là, dans les prochaines étapes de votre organisation. On peut passer là, donc à ce moment-ci à la prochaine diapo qui parle du don moyen des donateurs individuels. Et là, je sais, chaque fois qu'on présente des données à ce niveau-là, il y a des questions parce que vous êtes bombardé de données d'autres sources qui n'analysent pas toujours les choses de la même manière. Nous, à travers notre étude, on regarde vraiment aussi toutes les autres analyses qui se font là, pour que tout ça s'attache et s'explique bien. Donc ici, on parle du don moyen de donateurs individuels, tout don confondu, déclaré et non déclaré. Le don moyen est donc passé de 422 à 411 cette année. Et donc là, je vous rappelle, ça s'adresse aux donateurs individuels, donc c'est vraiment les 58% de la population qui donnent. Puis, tu sais, évidemment, là, vous le voyez, là, il y a une légère baisse. Mais on vient tout juste de se dire qu'il y a vraiment une très grande hausse de petits donateurs qui donnent entre 1 et 50 dollars. Donc, évidemment que ça affecte la moyenne à la baisse. Et encore là, je vous invite à regarder la ligne du temps là, c'est là où la valeur de notre étude sur le longitudinal est vraiment intéressante. C'est que on voit qu'on est quand même dans la fourchette haute. Donc, malgré tout, on demeure aujourd'hui dans une moyenne élevée. Et ça, c'est aussi très positif. Puis, le recul là, des 2 dernières années là, de quelques dollars, il faut aussi se dire par contre que c'est au même moment où il y a eu un coût de la vie qui a augmenté de 5,1 %. Donc, c'est certain qu'il fallait
évidemment anticiper un léger recul à ce niveau-là. Si on regarde un peu plus maintenant sous la loupe des générations, parce que vous le savez, c'est la force de notre étude aussi de regarder vraiment là, de façon très segmentée toutes les données. Et là, je vais y aller une après l'autre. La génération Z, on vient tout juste d'en parler, on était bien emballé de dire qu'ils étaient beaucoup plus nombreux à donner. 46% des jeunes donnent en moyenne 302 $. C'est une croissance constante depuis les 10 dernières années. Alors, tant mieux, bravo. Et maintenant, il faut se tourner vers eux sans gêne, avec stratégie. La génération Y, 51% de la population qui donne en moyenne 342 $. Ils sont plus nombreux à donner, mais donnent moins d'argent. Et c'est toujours une génération qui est, on le dit souvent, c'est la génération la plus affectée de tous les bouleversements économiques depuis presque leur naissance, là, malheureusement. Et d'ailleurs, ça se confirme parce que cette année, pour la première fois, on a aussi demandé aux non-donateurs quels seraient leurs incitatifs pour donner davantage. Et la génération Y est celle qui, de loin, là, vraiment de façon plus fortement exprimée que toutes les autres générations, ont dit, ben si le contexte économique est plus favorable, je vais faire plus de dons ou je donnerai davantage. Donc, c'est vraiment par pression économique que cette génération-là a de la difficulté à donner à la hauteur des autres. La génération X, 56% de la population ont donné en moyenne 393 $. Ils sont plus nombreux à donner, mais donnent moins. C'est une génération un peu yo-yo, là. Des fois, ils donnent plus, des fois, ils donnent moins. On se l'explique plus ou moins. On dirait que ça dépend là, où est-ce qu'ils sont rendus tout à fait dans leur vie à ce moment-là. Nos baby boomers sont 70% de la population à donner 433 $ en moyenne. Plus de donateurs et plus généreux. Par contre, il faut dire que les baby boomers, en 2023, il y avait eu un recul inexplicable. Le don moyen était vraiment, vraiment plus bas. On n'a pas encore atteint le don moyen qu'ils avaient en 2020. Là, je pense que c'était autour de 450 quelques dollars. Par contre, on voit qu'ils reviennent un peu vers leur tendance généreuse. Finalement, nos matures, 80% d'entre eux ont donné en moyenne 725 $. Ils sont toujours de plus en plus nombreux à donner, mais de moins en moins d'argent. Ben, en fait, c'est la première fois, là, il y a eu une baisse cette année. Là, il était très, très, très généreux en 2023. C'était une moyenne de 846 $ qui a baissé à 725. Puis, bien évidemment, à FAF, il y a aussi un contexte par rapport aux matures. Là. Oui, c'est sûr qu'en termes de dons moyens, c'est eux qui donnent le plus, mais il ne faut pas oublier qu'en termes de proportion dans la population québécoise, ils représentent uniquement 5% de la population et ça va continuer de décliner malheureusement dans les Tout à fait. prochaines années. Donc, c'est pour ça qu'on regarde beaucoup nos baby boomers, puis on espère que la tendance va revenir à une plus grande générosité pour prendre la place de nos aînés. Ce qui est intéressant de mentionner, juste en terminant, c'est que baby boomers matures sont les seuls finalement à être au-dessus de la moyenne des dons au Québec. Et puis, les 3 autres générations, ben, ce sont quand même elles qui ont dit qu'ils étaient le plus impactées par la situation économique, donc nos Z, Y, X. Cela dit, ils ont toutefois quand même été plus nombreux à donner. Donc, encore là, ça ne veut pas dire qu'il y a... Tu sais, nous, par rapport à tout ça, là, ce qu'il faut retenir, c'est que la générosité, elle est là. Et ben, on va y plonger tout de suite parce que la suite, c'est l'indice de générosité. Donc, je vais directement. Puis, Afaf, je te laisserai peut-être présenter qu'est-ce que ça veut dire l'indice de générosité en commençant. Bah, pour le calcul de l'indice de générosité, c'est un calcul qui est basé sur la somme des dons que le répondant a donné dans la dernière année, divisé par le revenu brut du ménage. Et ce que ça nous permet de voir, cet indice de générosité, c'est vraiment de comparer les différents sous-groupes. Par exemple, ici, on compare les générations en enlevant l'effet des écarts de revenus d'un sous-groupe à l'autre. Donc, on sait que les matures, les baby boomers, ils ont accès à un revenu plus élevé, mais est-ce qu'ils donnent à la hauteur de leur revenu ou non? Donc, comment on le présente? C'est vraiment, on regarde pour chaque tranche de 100 $ de revenus bruts, combien de sous sont donnés de ces 100 $-là. Donc, par exemple, au Québec, ce qu'on voit, c'est que sur l'ensemble de la population, c'est environ 33 sous qui est donné par tranche de 100 $. Puis, ce qui est intéressant, c'est que justement, juste sur la diapo précédente, ce qu'on pourrait croire, c'est que
la générosité croît avec l'âge, ce qui est vrai d'une perspective, mais après ça, quand on creuse davantage, ben là, c'est là où l'ordre, comme vous le voyez, n'est plus le même. Nos matures, oui, restent vraiment les plus généreux parce qu'ils donnent 3 fois plus que la moyenne au Québec avec 1 $ par tranche de 100 $. Donc, c'est pas juste le reflet de revenus plus élevés ou supérieurs ou moins de dépenses, c'est aussi vraiment le reflet d'un engagement envers la philanthropie qui est depuis leur jeunesse, finalement. Ce qu'on voit aussi, c'est que les baby boomers et la génération Z, hein, tantôt, là, je vous parlais, on dirait que je les aime, les jeunes, là, la Gen Z, mais quand on regarde leur, leur capacité de faire des dons par rapport à leurs revenus, ils sont à égalité avec les baby boomers. Donc là, il est temps que nos jeunes poussent un peu les baby boomers là, à être plus généreux et plus engagés parce que clairement, il y a de l'espace ici, là. Génération X, ensuite, là, 30 sous pour les tranches de 100 $ et la génération Y qui est vraiment qui ont le plus faible indice finalement de générosité là, pour toutes les raisons qu'on a données plus tôt. Et bien, évidemment, c'est une génération qui actuellement achète une maison, a une jeune famille à la charge. Donc, on peut s'imaginer aussi que c'est une période de la vie qui peut-être est plus difficile pour dégager un budget pour nos dons. Il y a une autre, en fait, pour la première fois aussi, notre indice de générosité, on avait envie de le regarder sous 2 nouveaux angles et on a bien fait de le faire parce qu'il y a vraiment des données super intéressantes qui sont sorties. Et ici, on est toujours dans l'indice de générosité, donc toujours proportionnellement à la capacité financière, la capacité de donner. Ce qu'on remarque ici, c'est que nos donateurs qui s'identifient comme des personnes autochtones, noires ou de couleur sont moins nombreux à donner, mais font des dons supérieurs aux Caucasiens. Donc, vous le voyez sur la diapo, là. Et super intéressant, ensuite, un constat assez frappant qui se dégage par rapport aux revenus. Donc, les ménages qui ont un revenu plus faible de 40 000 et moins donnent 60 sous par tranche de 100 $, alors que les revenus de ménage de 100 000 $ et plus ne donnent que 20 sous par tranche de 100 $. Je vous laisse réagir comme vous le souhaitez. Amélie, je te laisse poursuivre pour les stratégies. Oui, en fait, au regard des informations que Laetitia vient de vous partager, on peut se poser la question, bon, maintenant, c'est quoi les avenues de développement philanthropique en 2026? Quelques pistes d'entrée de jeu avant de penser de rallier de nouveaux donateurs à la cause. Il faut évidemment aller chercher plus de la part de ceux qui nous donnent déjà, bien sûr. Puis il faut aussi tenir compte de la démographie. Là. On le voit, il y a quand même des données intéressantes à l'égard de la générosité là, qui font ressortir certains éléments. Puis Afaf, j'ai comme envie aussi que tu interviennes à cet égard-là, un peu pour nous parler justement de la croissance démographique là, au Québec. Oui, justement, en parlant de croissance démographique au Québec, il y a un chiffre intéressant, c'est qu'en 2025, pour la 2e année consécutive, le nombre de décès au Québec a dépassé le nombre de naissances. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est que depuis plusieurs années, le renouvellement démographique au Québec, il ne vient plus vraiment des naissances, mais vraiment des nouveaux arrivants qui rejoignent la société. Et dans les dernières années, c'est vraiment des dizaines de milliers de nouveaux résidents permanents qui se sont rajoutés à la société. Donc, ça devient une composante qui est vraiment importante dans la population québécoise. Tout à fait. Donc, c'est important de bien les connaître, de comprendre quelles sont leurs préférences à l'égard de la philanthropie. Puis, en fait, aussi, avant de poursuivre plus spécifiquement, je voulais vous rappeler qu'il faut renforcer l'idée que chaque don compte. On l'a vu, là, des donateurs qui font des petits dons, ils s'en rajoutent. C'est vraiment important de reconnaître que chaque geste compte. C'est important pour ces donateurs-là qu'on manifeste l'impact de leurs gestes, aussi petits soient-ils. Donc, c'est réellement un exercice à faire là, que de valoriser ces plus petits dons-là. Puis, bien entendu, une autre piste de développement philanthropique, Laetitia en parle depuis tantôt avec sa Gen Z, ben, c'est évidemment d'éveiller les jeunes là, à la philanthropie. À l'égard de la fidélité des donateurs, donc c'était la diapo précédente, ce qu'on constate au Québec, c'est que c'est 54% des donateurs qui sont fidèles aux mêmes organismes d'une année à l'autre, puis en moyenne, ils soutiennent 3 organismes.
Donc, les donateurs les plus fidèles, ce sont les donateurs les plus âgés parce que la fidélité, ça s'accroît avec l'âge. Puis en fait, c'est normal, là, les plus jeunes, on comprend qu'ils sont plus en mode exploratoire. Ils n'ont pas encore réellement consolidé là, leur engagement. Ils sont engagés, mais à divers niveaux auprès de différentes causes. Puis au regard des autres segments, on remarque que les personnes autochtones noires de couleur sont moins fidèles un peu que la moyenne québécoise, mais les personnes qui ont des revenus plus élevés, elles, sont un peu plus fidèles aux causes. Au niveau du nombre d'organismes soutenus, ben, ce sont les personnes matures qui soutiennent le plus grand nombre d'organismes, puis ceux qui en soutiennent le moins, ben, ce sont les membres de la génération Z, mais aussi les personnes qui ont des revenus plus faibles. Donc, c'est normal, on comprend qu'évidemment, plus le budget est limité, moins on soutient un grand nombre d'organismes, c'est tout à fait cohérent. Ces données-là, en fait, ce que ça nous rappelle, c'est que les meilleures occasions de croissance sont réellement au sein de la base de données, donc de nos acquis, de ceux qui nous donnent déjà, d'où l'importance de réellement avoir un cycle de communication puis de fidélisation, en fait, un cycle relationnel là, qui soit très bien défini. L'acquisition de nouveaux donateurs, c'est essentiel, mais le développement philanthropique ne doit pas passer uniquement par l'acquisition de nouveaux donateurs. Il faut réellement, d'abord et avant tout, mettre en place là, des stratégies de fidélisation qui permettent vraiment à nos donateurs conquis déjà de pouvoir s'engager davantage et sur une longue période. Après, ben, comme avenue de développement philanthropique, on peut peut-être aussi parler des modes de sollicitation. Hein. À chaque année, on revient là-dessus. La façon la plus populaire de donner, encore cette année, c'est la sollicitation postale. Donc, c'est une plus grande proportion de donateurs qui va nous dire que, en fait, ils vont donner en réponse à une sollicitation postale. Puis, vous aurez compris, là, sans surprise, que c'est surtout chez les matures et les baby boomers. Puis pour eux, en plus d'être la façon la plus populaire de donner, c'est aussi celle qu'ils préfèrent. C'est par ce mode-là qu'ils préfèrent se faire solliciter. Ensuite arrive en deuxième place les dons à la caisse d'un commerce. Ça, c'est principalement apprécié chez les Y et aussi, en fait, chez les plus jeunes donateurs, moins chez les matures. Le courriel arrive en troisième place, encore une fois, auprès des générations plus âgées. Puis, en quatrième place, on donne en réponse à la demande d'un proche. Et ça, c'est vrai pour les générations du milieu, là, donc les Y, les X et les boomers. Puis là, on vous amène aux réseaux sociaux qui arrivent en septième place à l'égard des façons populaires de donner au sein de la population, mais qui est réellement le moyen qui a été sélectionné par une plus grande proportion de membres de la génération Z. Puis c'est non seulement le moyen par lequel ils ont le plus fréquemment donné, c'est aussi leur moyen préféré pour être sollicités. Donc, c'est vraiment un élément à prendre en considération dans vos stratégies. Ensuite, bien sûr, on peut aussi tenter d'aligner nos événements bénéfices sur les préférences des donateurs. Ici, on vous démontre quels sont les organismes préférés en fonction des générations. En fait, à l'égard de la population en général, mais en mettant ça sous la loupe des générations. Donc, comme en 2023, les tirages et les loteries arrivent en première place. Puis, ce qui est intéressant de cette activité bénéfice-là, c'est que c'est vrai pour l'ensemble des générations. Arrivent en deuxième lieu les soupers et les spectacles bénéfices. Donc, ça plaît sensiblement à toutes les générations, mais ça plaît un peu moins à la génération Z. Cependant, la génération Z va être celle qui est le plus susceptible de prendre part à un défi sportif. On a questionné les donateurs, puis on le fait là, depuis quelques années déjà, là, sur le soutien qu'ils apportent à des proches qui participent à des défis, là, le peer-to-peer. Puis en fait, on observe que c'est assez en baisse, en fait. Depuis 2016, là, c'est passé de 45% de gens qui disaient donner dans ce contexte-là, puis c'est maintenant seulement que 25% d'entre eux qui soutiennent encore des proches là, dans des défis. Puis c'est une baisse qui est observable aussi à l'échelle du Canada, c'est pas propre au Québec. Donc, voilà, c'est quand même un élément à prendre en considération. J'avais peut-être envie juste de faire une petite parenthèse là, par rapport, parce que depuis qu'on a de nouveaux collègues chez Épisode, on a de plus en plus une approche relationnelle par rapport aux dons. Puis c'est sûr que
dans des activités bénéfices comme celle-là, c'est plus difficile de développer une philanthropie relationnelle, d'avoir des relations à long terme avec ses donateurs. C'est plus ponctuel. Puis, je suis pas là pour diaboliser aucune stratégie. Au contraire, là, ils ont toutes leur utilité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de tirage de loterie, d'événements, quels qu'ils soient, on est plus dans peut-être le quick win. Puis là, j'entends ceux qui font ça dire, oh mon Dieu, c'est pas un quick win, je travaille fort, je fais des heures, ça me coûte de l'argent. Mais c'est vrai que c'est pas la même approche qu'une philanthropie sur le long terme qui va se développer avec un donateur et qui, au final, va rapporter plus. Mais il y a un investissement à faire à la base de vraiment bien entretenir sa relation. Ben, d'abord, bien entretenir la base de données, mais aussi entretenir ce cycle relationnellement avec ses donateurs. Puis au final, c'est là où est-ce qu'il y a le moins de grandes variations aussi dans vos prédictions philanthropiques dans les prochaines années. Donc, il faut vraiment jouer finalement avec tout ce qu'on a et notre portefeuille de stratégie là, pour avoir une philanthropie saine et en santé. Par rapport aux événements bénéfices aussi, là, ce qui est intéressant de noter, c'est l'émergence de nouvelles façons là, d'aller sensibiliser, rassembler des gens là, autour d'une cause dans le cadre d'activités comme telles. Puis je pense entre autres aux jeux vidéo. Là, donc on voit que c'est en émergence. Puis en fait, c'est peut-être moins intuitif, moins facile d'approche, mais il faut quand même se poser la question, voir si on a un potentiel de développer ce type de collecte de fonds-là pour son organisme, parce que ça plaît vraiment aux jeunes, puis ça plaît aussi aux gens de différentes communautés culturelles. Donc, on ne peut pas vraiment se priver là, d'essayer de voir comment on peut déployer ça chez nous. Maintenant, on le dit depuis tantôt, pour développer la philanthropie, il faut engager les donateurs dans un cycle relationnel. Puis comment faire donc pour rester en contact avec eux? Alors, le moyen préféré des Québécois pour demeurer en contact avec les organismes, c'est par courriel. C'est particulièrement vrai pour les X, les baby boomers et les matures. Ça l'est moins pour les plus jeunes, donc les Z et les Y. En deuxième lieu, ce sont les réseaux sociaux. Puis eux, en fait, vous devinerez là, que c'est une tendance inverse, c'est-à-dire que ça plaît davantage comme moyen de communication aux membres des plus jeunes générations. Puis ensuite, on voit que les personnes plus âgées, elles, vont encore apprécier là, de recevoir des communications, d'être en communication avec l'organisme par le biais de courrier postal. À faire, je pense que chez Léger, là, vous avez des données qui concernent justement l'utilisation des réseaux sociaux là, par les plus jeunes. Est-ce que tu veux nous partager quelques-unes de celles-ci? Oui, c'est l'étude digitale qu'on réalise chaque année sur les comportements par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux. Ce qu'on voit dans cette étude-là, c'est que même au niveau des réseaux sociaux, on voit qu'il y a des différences entre les différentes générations par rapport à leur utilisation et leurs attentes concernant chacun des réseaux sociaux, des réseaux. Et ce qu'on voit, c'est par exemple les 45 ans et plus vont être plus au rendez-vous sur Facebook. Donc, ils vont avoir tendance à plus interagir sur cette plateforme-là, donc commenter, liker, partager, etc. Alors que les jeunes vont être plus susceptibles à interagir sur un réseau comme TikTok, par exemple. Puis, ce que c'est intéressant de voir, on le voit dans la dernière année, c'est que TikTok connaît une croissance et pas uniquement chez les plus jeunes. C'est vraiment une croissance au niveau de l'ensemble des générations. Et même, on voit aussi qu'il y a une évolution de l'usage. Donc, on voit qu'il y en a un peu moins qui l'utilisent juste pour passer le temps et un peu plus qui l'utilisent parmi les jeunes pour apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des particularités aussi de différentes générations dans tout ce qui est réseaux sociaux. Alors, c'est vraiment important là, de considérer l'ensemble des plateformes. On le dit, ça fait déjà plusieurs années qu'on le mentionne, mais c'est plus vrai que jamais. Là. Je veux dire, les moyens de communication explosent. Il faut savoir s'y adapter. On va regarder maintenant de quelle manière s'exprime la sensibilité des donateurs au Québec. Donc, à l'égard des causes qui les touchent, on observe que ce sont toujours les trois mêmes causes qui demeurent en tête de liste depuis les 5-6 dernières années, puis dans le même ordre. Donc, tout d'abord, les causes qui sont dédiées aux enfants, les causes dédiées aux aînés en deuxième lieu, et les causes dédiées aux personnes qui vivent avec un handicap physique en troisième lieu. Les enfants et les enfants et les personnes qui vivent avec un handicap physique, ça touche l'ensemble des générations, alors que les causes qui touchent les aînés vont davantage toucher les X, les baby boomers et les matures. Puis en fait, on comprend pourquoi. Là, c'est eux
ben, sont soit concernés ou soit davantage là, en contact avec ce groupe-là. Puis maintenant, on va voir vers quel secteur on soutient ces groupes préférés-là. De façon inchangée, là, depuis 2023, les secteurs les plus soutenus, là, ce sont les mêmes. Donc, on retrouve la santé, les services sociaux communautaires, la protection des animaux, l'éducation, la religion. On voit qu'il y a certaines préférences générationnelles, puis vous allez voir dans l'étude, on explique aussi vraiment quelles sont les préférences là, en fonction des différents segments de la population. On a demandé aux répondants de nous identifier plus spécifiquement dans certains secteurs où allaient leurs dons. Donc, dans le secteur de la santé, les Québécois nous disent qu'ils soutiennent d'abord et avant tout la recherche et les hôpitaux. Dans le secteur des services sociaux et communautaires, ils vont soutenir davantage la sécurité alimentaire, l'itinérance et la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Puis, dans le secteur de l'éducation, ils vont soutenir d'abord l'éducation préscolaire, primaire et secondaire. Bon, la principale motivation à donner des Québécois, c'est leur sensibilité. Donc, ça fait longtemps que c'est ce qu'ils nous répondent. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a plus de Québécois qui nous disent qu'ils vont donner par devoir ou obligation. Là, vous allez avoir le portrait là, de leur motivation intrinsèque dans l'étude. Ici, ce qu'on vous présente, c'est vraiment les raisons puis les occasions qui sont les plus susceptibles de les convaincre de donner. Donc, qu'est-ce qui les incite le plus à donner? C'est d'abord la réponse à une situation d'urgence, puis presque dans les mêmes proportions, le soutien à la mission. Et arrive en troisième lieu, soutenir la croissance et les besoins des organismes. Ce qu'on veut vous mentionner ici, puis ça apparaît pas nécessairement à l'écran, mais c'est que le fait d'aider les organismes à surmonter des difficultés financières, c'est seulement 8% là, des Québécois que ça inciterait à donner. Fait que, on sait que les temps sont difficiles, on sait que les besoins sont criants auprès des organismes. Cela dit, c'est pas une raison à invoquer de front lors de vos sollicitations là, puis de vos appels aux dons. Qu'est-ce qui favorise un don plus important maintenant? Par don plus important, nous, on a chiffré ça dans notre questionnaire à un don de 100 $ et plus. Donc, d'abord, les gens vont donner 100 $ et plus si il y a une transparence quant à l'utilisation de leurs dons. Ça, c'est vrai plus chez les plus âgés. Quand leur don est jumelé, donc ça, c'est intéressant. C'est toute génération confondue. Ils veulent savoir que leur don peut aller encore plus loin et être encore plus bénéfique pour l'organisme. Et puis, ça devient un levier aussi vraiment le fun à exploiter là, au sein des organismes, là, aller chercher un partenaire justement là, de jumelage. Là. Fait que ça donne une belle visibilité aussi à l'entreprise ou aux donateurs qui acceptent de faire ça. Puis en troisième lieu, ils vont faire un don plus important pour le projet puis son impact. Et ça, c'est vrai davantage chez les plus jeunes. Ce qu'on retient ici, c'est que l'impact est très important. Il y a clairement deux des trois premiers choix qui concernent directement l'impact. Donc, c'est vraiment important de colliger des données d'impact, puis surtout de les communiquer, donc puis de les mettre en avant dans un argumentaire qui est assez unique, là. Oui. Puis c'est parce que je réfléchis justement à vous puis à nos clients qu'on accompagne. Là, quand c'est pas rare là, qu'on travaille, bien évidemment, là, sur vos argumentaires, puis qu'on se fait approcher même pour travailler sur un argumentaire. Puis finalement, en travaillant sur l'argumentaire, c'est là où est-ce qu'on se rend compte que l'impact n'est même pas toujours mesuré finalement. Fait que l'exercice de devoir travailler sur un argumentaire vraiment unique, propre à vous, force un peu des fois à aussi réajuster la façon même de colliger l'information puis définir vraiment vers où on s'en va. Donc, ça reste quand même essentiel là, pour aller collecter des dons. Puis là, on parle des individus, mais on va aussi y revenir évidemment par rapport aux PME, grandes entreprises et aux fondations privées qui sont aussi dans la même approche de devoir faire des choix vers une cause à travers plusieurs organismes. Donc, c'est sûr que ceux qui se distinguent vraiment avec un argumentaire propre à eux d'impact clair, qui utilise peut-être pas trop de ChatGPT pour ne pas être édulcoré aussi, mais vraiment propre à vous, je vous le conseille là, pour avoir des dons. Voilà. Maintenant, on voit aussi à travers les résultats de l'étude que les Québécois donnent avant tout à des organismes locaux. Donc, c'est la moitié d'entre eux là, qui favorisent d'abord les organismes locaux. Puis c'est surtout vrai chez les X et les matures.
Ce sont eux les plus engagés envers les causes locales. Ensuite, ils vont donner à des organismes qui ont une portée provinciale, et ça, c'est vrai là, à travers l'ensemble des générations. Et en troisième lieu, ils vont donner à des causes qui ont une portée canadienne. Or, c'est principalement, avant tout, les aides là, qui vont favoriser les organismes qui ont une plus large portée. Donc, c'est intéressant, ça aussi, de prendre ça en considération. C'est aussi vrai, là, à travers les différents segments, on observe ça auprès des personnes issues de communautés culturelles ou qui viennent de l'immigration aussi. Là. Donc, c'est les causes qui ont une plus large portée vont inciter davantage ces segments-là de la population à donner. Bon, maintenant, on va parler du don planifié. Ça fait quelques années déjà qu'on pose des questions à nos donateurs, à savoir qu'est-ce qu'ils comprennent du don planifié, est-ce qu'ils savent c'est quoi? Bon, cette année, étonnamment, peut-être pas, finalement, là, il y a quand même un recul de la connaissance du don planifié. Cela dit, là, les personnes qui disent en effectuer ou qui prévoient en effectuer, ça n'a pas bougé. Là. Ce sont les mêmes proportions qu'en 2023. Mais ce recul-là de la connaissance, nous, en fait, on l'associe probablement à l'entrée des plus jeunes là, dans la base de répondants. Puis donc, c'est probablement pour ça là, qu'il y a moins de personnes aujourd'hui qui connaissent ça. Ça nous indique donc qu'il ne faut vraiment pas baisser les bras, il faut continuer de faire des efforts pour faire connaître le don planifié. Puis nous, de notre côté, en fait, on a quand même, on perçoit, on comprend que les milieux financiers, que ce soit les gens qui travaillent en planification financière, épargne, planification successorale, connaissent ça de plus en plus toutefois. Puis c'est une excellente nouvelle parce que bien souvent, c'est des dons qui sont beaucoup plus complexes puis qui vont nécessiter le soutien de ces professionnels-là. Bien souvent, donc le fait qu'on témoigne que ce sont qui en prennent davantage connaissance, qui en sont conscients, on estime que c'est quand même une très bonne nouvelle. Et maintenant, la philanthropie, ben oui, c'est bon pour les RH. C'est des entreprises à l'écoute, tenez-vous-le pour dit. Depuis 2013, c'est une moyenne de 70 de Québécois qui accordent de l'importance au fait de travailler pour une entreprise qui est engagée socialement. Et c'est 80 des membres de la génération Z qui trouvent ça important. Donc, voilà. Puis la meilleure façon, à leurs yeux, de les mobiliser autour des causes que les employeurs soutiennent, c'est de leur offrir du temps de bénévolat pour justement appuyer ces causes-là. Puis aussi, encore une fois, on y revient, mais de jumeler leurs dons pour les dons qu'ils pourraient être invités à faire là, pour cette cause-là, le soutenu par l'entreprise, par leur employeur. Donc, ça fait le tour des données sur les individus. On passe donc déjà aux dons des PME et des grandes entreprises donatrices. Je vous rassure, là, on a amplement le temps encore. Là, vos agendas sont bloqués jusqu'à 12h30 et tout est enregistré. Donc, vous allez pouvoir aussi reprendre le visionnement là, si jamais ça dépasse votre horaire planifié. Je me tourne directement vers toi, Afaf, là, pour savoir le contexte économique actuel, est-ce qui inquiète aussi nos entreprises? La réponse courte, c'est oui. Mais ce qu'on voit dans les sondages qu'on a réalisés pour mesurer justement l'impact économique des politiques américaines, c'est qu'on voit que la majorité des entreprises au Canada, incluant le Québec, elles se disent inquiètes, au fait. Inquiètes d'une hausse importante de l'inflation, mais aussi inquiètes de voir l'économie canadienne glisser en récession à cause de la guerre commerciale. On voyait aussi, dès le début de ce qu'on appelait la guerre tarifaire, ça avait déjà un impact concret sur les décisions des entreprises. Donc, une majorité nous disait qu'elles avaient réduit ou envisagé de réduire des dépenses générales et une majorité aussi avait réduit ou reporté des investissements ou envisagé de le faire. Donc, oui, il y a une certaine inquiétude au niveau des entreprises de différentes tailles. Puis pourtant, ce qu'on remarque quand même en philanthropie, c'est que nos PME sont résilientes et demeurent engagées. Puis on va s'y plonger davantage. Puis je t'ai mentionné pourquoi c'est vraiment important de considérer la PME aussi quand on parlait de portefeuille de stratégie philanthropique. Il faut se tourner aussi vers nos PME parce qu'on se rappelle que 98 des entreprises au Québec sont des PME de 100 employés et moins. Donc, c'est certain que il demeure un actif important dans notre écosystème philanthropique.
philanthropie à l'épreuve de l'incertitude économique, on a quand même 52 des entreprises qui ressentent l'impact négatif du climat économique sur leur engagement philanthropique. Ça se traduit par prioriser des causes plus urgentes, par exemple, pour 41 des répondants, diminuer leur budget philanthropique, faire des dons de moins grande envergure, diminuer la participation aux événements de bénéfices. Donc, encore là, on est dans les choix. Réduire le nombre d'organismes soutenus. Ça fait partie des réponses qu'on a reçues. Par contre, quand on pose la question sur est-ce que la philanthropie demeure une valeur importante à vos yeux, ben, c'est 3 PME sur 4 qui la jugent très importante et c'est le cas depuis plusieurs années. Donc, ça demeure. Ils ont encore envie de s'impliquer à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. On voit aussi que 15 là, des répondants ont une politique en place de dons et commandites, 8 ont une fondation corporative. Ce qu'on voit en général auprès de la PME, c'est que plus la PME est grande, plus il y a un nombre d'employés croissant, finalement, plus elle est organisée en termes philanthropiques aussi. Donc, c'est là où est-ce qu'on voit apparaître une politique de dons, par exemple, une structure. Ils sont aussi plus généreux, mais ça, on va y revenir. Une dernière chose que je voulais vous dire à propos des PME qui se sentent touchées vraiment dans le contexte économique actuel, c'est souvent les entreprises qui sont présentes depuis plus de 20 ans dans leur travail, finalement. Et c'est aussi celles qui accordent le plus d'importance à la valeur philanthropique. Donc, tout n'est pas perdu parce que malgré qu'ils sont plus inquiets ou plus impactés, bien, il demeure que c'est les plus engagés en philanthropique. Donc, ils vont être là pour soutenir le milieu. Ensuite, on l'avait dit d'entrée de jeu, mais on a mesuré plusieurs choses d'un point de vue des individus sur les régions et on a fait la même chose par rapport à nos PME parce que quand on accompagne nos clients dans des campagnes majeures en région, on voit vraiment que la mobilisation des PME est différente et on avait envie de le mesurer pour la première fois. Et force est d'admettre que cette culture-là philanthropique elle est beaucoup plus importante en région qu'en centre urbain. 82 des PME en région nous ont dit que la philanthropie était vraiment une valeur essentielle, et tandis que c'est 65 là, dans les grands centres urbains. Et la PME en région, ben, c'est celle aussi qui souhaite le plus se structurer à l'avenir. Donc, ils sont déjà engagés, mais souhaitent aussi développer des meilleurs réflexes et définir peut-être une politique dont ils commanditent, justement. Afaf, est-ce que tu as aussi un commentaire à faire peut-être sur les régions, les PME en région? Oui, une des raisons qui peut expliquer ça, c'est que en région, la PME va avoir un rôle beaucoup plus visible et plus ancré dans la communauté. Donc, ça va être aussi l'employeur local, le commanditaire d'activités locales, qui va soutenir aussi les événements qui se passent en milieu. Mais aussi, vu que ces PME-là sont vraiment proches de leur milieu, ben, elles voient plus l'impact concret de leur contribution sur la communauté qui les entoure. Tout à fait. Plongeons maintenant dans le budget. Donc, les budgets des PME. Ben, vous le voyez ici, là, je ne lirai pas toute la diapo, mais ce qui est intéressant de mentionner, c'est que les budgets résistent donc aux pressions économiques parce que les montants que vous avez sous les yeux présentement sont comparables à 2023. On a un budget alloué aux dons et commandites qui croît nettement aussi avec la taille de l'entreprise. Donc, comme je disais, plus l'entreprise est grande, plus les dons sont élevés. Là, on parle même d'un budget doublé pour une taille de 100 à 500 employés. Le budget alloué en dons aussi est souvent plus élevé dans les centres urbains qu'en région. Par contre, je vous l'ai dit, en région, il y a vraiment un souhait de se structurer davantage. Puis ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, ben, toutes les PME qui sont plus structurées donnent aussi plus. Elles sont plus élevées là, finalement que la moyenne. Bon, au-delà des budgets, il y a maintenant les stratégies. Amélie, je te laisse poursuivre. Oh, on ne t'entend pas par contre. Pardon. Oui, donc cette année, on observe quand même une concentration des contributions vers un nombre plus restreint d'organismes. En 2023, les PME soutenaient 7,8 organismes. Cette année, ils nous disent en soutenir 6,5.
Toutefois, l'engagement qu'elles prennent envers ces organismes-là s'inscrit davantage dans la durée. Donc, elles vont soutenir en moyenne 7,1 ans les organismes, alors que c'était 6 ans dans la précédente étude. Il y a un écart aussi par rapport à, vous allez le voir dans l'étude, mais entre les PME des centres urbains et les PME des régions. Là, donc, dans les régions, ils soutiennent plus d'organismes sur des durées plus courtes. Puis ça revient peut-être un peu à ce qu'Afab disait, là. On constate que elles veulent donner à tout le monde, puis c'est correct, sont bien, elles s'inscrivent vraiment bien là, dans le tissu social de la communauté. Là. Donc, le fait de ne pas faire des choix pour toujours, puis d'essayer c'est ça, de répondre à différents types de besoins, ça semble leur importer. Donc, ça peut expliquer cet état de fait. Parce que dans les centres urbains, en fait, elles soutiennent moins d'organismes, mais sur des périodes plus longues. Maintenant, le contexte dans lequel elles font leurs dons, alors c'est autant par le biais, en premier lieu, c'est autant par le biais des activités bénéfices que des campagnes annuelles, mais les événements bénéfices ont gagné du terrain cette année. C'est 46 des PME qui nous disent faire des dons dans ce contexte-là. Des dons ou des commandites, bien entendu, contre 37 en 2023. Donc, il y a quand même une recrudescence là, de ce contexte-là là, qui est propice aux dons. Puis nous, on pense que ça s'explique peut-être justement parce qu'il y a une contrepartie. Donc, c'est un don, oui, ou une contribution à un organisme, mais on reçoit quelque chose en échange. Donc, on peut, oui, un souper, on peut réseauter. Donc, tu sais, dans un contexte où les budgets sont plus serrés, ça se peut là, que les PME désirent peut-être avoir un retour là, plus concret sur leur engagement. Les PME vont d'abord et avant tout soutenir la mission des organismes, mais sont aussi intéressés par les projets qui sont porteurs d'impact puis de changement. Parce qu'en deuxième position et de manière ex aequo, on retrouve l'accroissement, elles vont soutenir l'accroissement des programmes et des services, le soutien à la recherche, puis aussi la création là, de nouveaux projets. Maintenant, quelles sont les causes chouchous des PME? Donc, tout d'abord, on retrouve en premier lieu les enfants, ensuite les jeunes, donc sont réellement intéressés par la relève. Viennent en troisième lieu les personnes qui vivent avec un handicap physique ou une déficience intellectuelle et en quatrième lieu les femmes. Leur appui à ces causes préférées-là va se faire à travers des secteurs, parmi lesquels on va compter un nouveau secteur cette année. Donc, les secteurs priorisés par les PME sont le secteur des services sociaux et communautaires tout d'abord. En deuxième lieu, le secteur de la santé. Très près du secteur de la santé, on retrouve les sports, puis en quatrième lieu, on retrouve l'éducation. Donc, le sport, c'est nouveau cette année, puis c'est pas anodin le fait qu'on ait décidé de l'inclure au sondage, c'est que de toute façon, spontanément, sans qu'on le mette dans les choix, les entreprises nous disaient que c'était un secteur qu'elles soutenaient. Donc, on a cru bon de l'ajouter formellement dans le sondage, puis force est de constater qu'effectivement, c'est un secteur qu'elles soutiennent beaucoup, puis on peut évidemment faire le lien entre la commandite et soutenir une équipe de sport, puis encore une fois, le lien aussi par rapport aux PME en région, là, justement, là, qui s'inscrivent dans leur communauté puis qui soutiennent ici et là les activités sportives. C'est intéressant de constater, puis vous allez le voir à la lecture de l'étude, là, mais si cet ordre-là est respecté là, autant chez les PME des centres urbains que des régions, les proportions sont différentes. Puis en région, ce qui frappe, c'est qu'elles sont beaucoup plus nombreuses. C'est en plus grande proportion, en fait, qu'elles disent soutenir les services sociaux et communautaires. Donc, encore une fois, selon nous, c'est un reflet d'ancrage dans la communauté. Maintenant, pour l'octroi des dons qu'elles font, il y a des critères qu'elles vont considérer. En premier lieu, elles vont considérer la crédibilité, la notoriété et le rayonnement de la cause. En deuxième lieu, elles vont valider que c'est une cause qui est aussi valorisée par les membres du personnel. Puis, en troisième lieu, elles vont se préoccuper de la visibilité qu'elles vont obtenir en retour de leur contribution. Il y a un écart qui est important qu'on observe par rapport à 2023, puis c'est ce qui a trait à la saine gestion puis à la bonne gouvernance de l'organisme. Ça arrivait en deuxième position en 2023, puis cette année, ça arrive en 8e place. C'est un peu comme si cette année, les PME, ce qu'elles nous disaient, puis c'est peut-être, encore une fois, un impact des resserrements budgétaires, mais c'est que
elles vont être influencées d'abord et avant tout par des choses qui sont visibles, puis qui sont susceptibles de leur rapporter quelque chose. Donc, on veut s'allier à un organisme qui a déjà un rayonnement, une crédibilité. On veut que la cause soit valorisée par les employés parce qu'on veut faire du millage auprès d'eux aussi, puis leur plaire en quelque sorte, puis on veut de la visibilité en contrepartie. Donc, de la façon dont on comprend ça, c'est que oui, la contrepartie est effectivement importante. Puis d'ailleurs, ben, 20 nous disent que la visibilité compte vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer de leur plaire à cet égard-là? Bien, la reconnaissance qu'elles désirent, les PME, en échange de leur contribution, c'est dans un premier temps qu'on annonce leur contribution sur les réseaux sociaux, donc on fasse des publications de leur engagement. Puis, dans un deuxième temps, c'est la visibilité lors d'un événement. Puis prenez note que pour les PME, le fait d'associer leur nom à un équipement ou à un lieu arrive en dernière position, là. Donc, c'est seulement 8 des PME qui préfèrent ce type de reconnaissance-là. Maintenant, la moitié des PME, puis ça c'est vraiment intéressant, la moitié des PME soutient le bénévolat de leurs employés, puis mobilise aussi leurs employés envers les organismes qu'elles soutiennent. Puis comment elles font, comment ils s'y prennent pour soutenir le bénévolat des employés? Bien, elles vont leur offrir du temps pour qu'ils s'adonnent à leur propre bénévolat, puis elles vont aussi contribuer financièrement aux organismes auprès desquels leurs employés s'engagent. Puis, pour les mobiliser envers les causes qu'elles-mêmes soutiennent, elles vont, par exemple, puis c'est ce que nous mentionne en premier lieu, mais assumer les frais d'inscription à des défis ou organiser des collectes de fonds sur le milieu de travail. Puis, c'est intéressant de noter qu'il y a un certain recul, en fait, de la déduction à la source aussi qui est observé. Donc, c'était 28 des PME qui mobilisaient les employés autour des causes qu'elles soutenaient par le biais d'une déduction à la source en 2023. Puis, c'est seulement 13 cette année qui nous disent faire de même. Maintenant, lorsque les dirigeants s'impliquent auprès des organismes de bienfaisance, alors que là, on parle des dirigeants de PME ici, ils souhaitent avant tout agir comme bénévoles au sein de l'organisme. Puis après, ex aequo, on retrouve, ils souhaitent en fait prendre part au conseil d'administration à titre d'administrateur ou être membre d'un comité organisateur d'événements. Tous les rôles qui concernent la collecte de fonds plus directement leur plaisent moins, ils arrivent plus loin dans leur choix. Fait qu'on croit donc évidemment là, que la meilleure façon d'éventuellement les rallier à la collecte de fonds, c'est d'abord et avant tout de leur faire prendre des petites bouchées, les amener autour de vous par le biais du bénévolat, par le biais de prendre part en fait par le conseil d'administration, en faire des administrateurs, puis éventuellement de les sensibiliser à l'importance de la collecte de fonds, puis de les amener à jouer ces rôles-là avec vous. Voilà. On plonge finalement dans la dernière partie de notre étude, donc les grandes entreprises donatrices et en fait, la philanthropie se consolide. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines diapos. D'abord, 85 des grandes entreprises donatrices ne prévoient aucun impact au contexte économique sur leur budget philanthropique. On peut s'en réjouir, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on voit quand même qu'il y en a eu des impacts. Donc ça, c'est vraiment quand on se projette vers le futur, mais quand on regarde la situation actuelle, il y a eu quelques impacts dont on va vous faire part et vous expliquer le fin détail. D'abord, les pratiques philanthropiques sont quand même bien ancrées. Ce qu'on voit, là, c'est qu'il y a 85 des entreprises qui ont une politique dont une commandite officielle, 35 ont une fondation corporative, 85 ont réévalué les causes ou les groupes soutenus dans les 2 dernières années, 68 ont réévalué leur budget philanthropique. Et ces données-là, même si elles sont intentionnelles, finalement, elles se traduisent toujours dans la réalité. Donc, c'est-à-dire que chaque année, elles nous nomment, les grandes entreprises donatrices, qu'elles vont continuer finalement à retravailler sur leur politique, retravailler sur leur budget, revoir à qui vraiment elles vont donner. Donc, ça rend peut-être les choses un peu complexes de votre côté, évidemment, là, de toujours retourner un peu sur la planche à dessin ou réévaluer le potentiel même d'une collaboration avec une entreprise qui donnait déjà dans votre secteur, par exemple. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est vraiment des pratiques philanthropiques qui se consolident. Et ça, il faut l'applaudir, cette information-là, parce qu'au final, elles sont là, nos grandes entreprises, pour les causes, puis elles suivent aussi ce que l'État, pas l'État, mais ce que la société, où la société, elle est et ce dont elle a besoin. Quand on rentre un peu plus en profondeur dans les budgets, maintenant, le budget
annuel moyen des grandes entreprises, c'est à peu près 2,5 millions de dons en argent, 2,2 millions de dons d'engagement en commandite, 255 000 en biens et services sur un budget moyen de 5 millions. Et là, je vous donne quelques infos en rafale, puis je vous explique après. D'abord, quand on regarde ces données-là de façon très brute par rapport à 2023, il y a un recul de 18 du budget en dons, un recul de 4,3 du budget en commandite et une augmentation de 14 du budget en biens et services. Par contre, puis là, je fais une parenthèse sur l'échantillon. Tout à l'heure, Afaf disait que c'était un échantillon de convenance. Ce que ça veut dire, c'est qu'on s'adresse vraiment à une cible très, très nichée en parlant aux donateurs, aux grandes entreprises donatrices. Ce qui veut dire que d'une année à l'autre, quand on fait notre sondage, nous aussi, hein, c'est comme vous, quand on les sollicite pour répondre à notre sondage, des fois, ils nous disent c'est pas le bon moment, on est en train de revoir notre budget ou on est en train de revoir notre politique dont et commandites. Ce que vous vivez au quotidien, on le sait très bien. Et le fait qu'une entreprise soit pas là une année, une grande entreprise, mais qu'elle soit là l'année suivante, puis qu'elle revienne après, puis tout ça a quand même une incidence finalement sur les résultats quand on les regarde de façon granulaire année après année. Donc, c'est là où est-ce qu'encore une fois, études longitudinales, on ressort un peu du contexte actuel. Puis nous, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que l'enveloppe globale demeure stable depuis les 10 dernières années. Donc, nos entreprises ont vraiment, puis même 12 dernières années en fait, ont vraiment des engagements philanthropiques qui demeurent stables en dollars, malgré les variations économiques, puis malgré aussi qu'il y a eu une hausse du coût de la vie là, depuis ces 12 dernières années-là aussi. Mais les budgets demeurent stables. Un fait très intéressant, on a vu cette année une hausse importante d'entreprises qui donnent entre 1 et 2 de leurs profits, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, c'est comme s'il y a eu une transition finalement entre ceux qui donnaient moins de 1 vers maintenant, ils donnent entre 1 et 2 de leurs profits. Puis là, hier soir, Amélie et moi, on s'en parlait pas mal parce qu'on trouvait ça super intéressant comme information. Puis on se disait, ben, peut-être qu'effectivement, avec une pression plus grande dans un contexte comme celui-là, des entreprises sur leurs profits, ben, ils demeurent engagés à leur budget philanthropique. Donc, ça, c'est aussi une bonne nouvelle. C'est vraiment le reflet d'une philanthropie ancrée dans nos grandes entreprises au Québec et un engagement philanthropique fort. À FAF, là, sachant justement qu'il n'y a pas nécessairement d'accroissement des dons des grandes entreprises, comment tu vois le portrait un peu des grandes entreprises aujourd'hui de ton côté? Justement, en fait, l'accroissement va plutôt passer par l'élargissement en fait, du bassin d'entreprise. Puis on sait que le bassin d'entreprise s'élargit au Québec, que ce soit au niveau des grandes entreprises, mais aussi au PME. Donc, l'ensemble du bassin d'entreprise est plus grand. Il y a de plus en plus d'entreprises qui existent au pays. Ce qu'on voit, c'est qu'entre 2023 et 2025, le nombre de grandes entreprises a progressé de 5%. Donc, c'est une progression qui est modérée, mais qui est quand même positive. J'ai envie je ne sais pas qui est là dans la salle aujourd'hui, là, mais s'il y a des entreprises techno, là, allez-y, c'est le temps de donner parce que on voit beaucoup d'entreprises techno apparaître dans nos grandes entreprises au Québec. On les voit un petit peu moins en philanthropie, donc on va aller vous chercher, ne vous inquiétez pas. Amélie, je te passe la parole. Oui, merci, Laetitia. En fait, maintenant, on va voir de quelle manière, justement, là, ça s'exprime plus concrètement, la générosité des grandes entreprises. Donc, en fait, cette année, ils soutiennent 200 organismes, puis pour une période de 5,6 ans. C'est plus d'organismes soutenus cette année que ça l'était en 2023, alors qu'elle soutenait 150 organismes. Toutefois, en 2023, elle les soutenait pendant une période qui était légèrement plus longue. C'était 6,4 ans la durée moyenne d'un engagement. Donc, cette année, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a plus, un peu moins longtemps. 77% d'entre elles vont donner dans le cadre de campagnes annuelles ou de sollicitations ponctuelles. Puis elles sont plus nombreuses qu'en 2023. C'est intéressant. C'est intéressant, nous, parce qu'évidemment, ça nous préoccupe tout le temps, les campagnes majeures, parce qu'on a beaucoup de clients en campagne majeure. Mais elles sont plus nombreuses à dire donner aussi dans des contextes de campagne majeure. D'autre part, fait intéressant,
elles sont moins nombreuses à dire donner par le biais d'activités bénéfices. Donc, c'était 61% des entreprises répondantes en 2023 qui offraient du soutien dans le contexte d'événements bénéfices. Puis cette année, c'est 41% qui nous disent en faire autant. Par rapport maintenant à ce qu'elles préfèrent soutenir, donc le 3/4 d'entre elles préfèrent soutenir l'accroissement des programmes et des services. Le soutien à la mission n'arrive pas très loin derrière, là, en deuxième position. Puis aussi, c'est important de noter que les grandes entreprises, la moitié d'entre elles vont soutenir des organismes de proximité, donc des organismes qui ne sont pas très loin de leur siège social, de leur bureau d'affaires. Donc ça, c'est intéressant. C'est le tiers d'entre elles qui disent qu'elles souhaitent répartir les dons là, de manière plus équilibrée à l'échelle provinciale. En fait, nous, ce qu'on comprend de ces données-là, c'est que les grandes entreprises cherchent à répondre aux besoins actuels. Hein. Donc, les budgets n'augmentent pas, mais elles voient qu'il y a des besoins partout et plus que jamais. Fait que c'est un peu pour ça, on associe un peu à ça là, le fait de soutenir davantage d'organismes, mais peut-être moins longtemps. Puis, à la limite, j'ai comme envie de dire que c'est peut-être aussi pour ça qu'elles se tiennent un petit peu moins par le biais des événements pour vraiment s'assurer que l'ensemble des fonds qu'elles investissent auprès des organismes soient directement là, injectés à la mission et au programme. Donc, c'est un peu la façon dont on lit les choses. Maintenant, au niveau des causes chouchou des grandes entreprises. Alors, c'est la première fois cette année qu'on demandait aux grandes entreprises quelles étaient les causes qu'elles préféraient. Puis, ben, en fait, on constate que les causes qui soutiennent les femmes arrivent en premier lieu. En deuxième lieu, ce sont les jeunes, tout près des enfants et même des personnes autochtones. Donc, ça nous donne un portrait qui est différent de ce qu'on observe chez les PME et chez les individus. Pour les grandes entreprises, les causes qui soutiennent les aînés puis les personnes qui vivent avec un handicap physique se retrouvent plus loin dans la liste, alors que chez les individus, c'est des causes qui sont priorisées. Donc, c'est quand même des éléments intéressants là, à garder en tête. Au niveau du top 3, je dirais, là, vous avez un top 7, je pense, mais si on regarde juste le top 3 des causes, en fait, des dons, là, vers quoi les dons, vers quel secteur, pardon, les dons sont dirigés, c'est le même top 3. Depuis plusieurs années, en fait, depuis 2013, donc services sociaux communautaires, la santé, l'éducation. Cela dit, ce qu'on constate, c'est que pour la première fois cette année, les services sociaux communautaires surpassent la santé. Donc, c'est une première. Puis, encore une fois, ça revient au fait qu'on présume que les entreprises veulent répondre aux besoins qui sont criants actuellement. Donc, hausse du taux de la vie, la précarité, l'abordabilité du logement, l'itinérance. Vraiment, on sent que les entreprises cherchent à adresser ces enjeux-là. On sait là, que les grandes entreprises, Laetitia le mentionnait, sont structurées, la plupart ont des politiques de dons et commandites. Donc, tu sais, elles cadrent vraiment leur créneau philanthropique à travers ces politiques de dons et commandites-là. Cependant, on leur a posé la question à savoir si elles estimaient que néanmoins, elles avaient une certaine forme d'agilité malgré ces politiques-là pour pouvoir répondre aux besoins qui sont criants, aux enjeux qui émergent. Et elles nous ont répondu pour la moitié que oui, elles s'estimaient plutôt agiles là, pour pouvoir justement adresser là, ces nouveaux enjeux-là. Les dons des grandes entreprises sont octroyés en fonction de ces 4 premiers critères-là que vous voyez à l'écran, puis ce sont les mêmes critères là, qu'en 2023. Donc, d'abord, c'est la crédibilité, la notoriété, le rayonnement de la cause. La portée géographique aussi de la cause va être prise en considération. La saine gestion, la bonne gouvernance est prise en considération par les grandes entreprises. Puis, le nombre de personnes qui sont soutenues par l'organisme aussi, c'est un critère qu'elles vont considérer. Ce n'est pas indiqué à l'écran, mais on observe de leur côté une hausse du critère qui est lié à la visibilité de l'entreprise aussi. Puis par contre, chez elles, on observe un grand recul là, du fait de choisir une cause parce que c'est une cause qui est valorisée par les employés. Maintenant, il y avait les liens d'affaires des membres du CA avec l'exécutif d'une entreprise ou les hauts dirigeants d'une entreprise qui, en 2013, était vraiment un critère important parce que c'était la moitié des entreprises à cette époque-là qui nous disaient que c'était un critère qu'elles considéraient. Aujourd'hui, c'est 15% d'entre elles qui disent considérer ce critère-là. On leur a posé la question un peu différemment, plus loin dans l'étude, à savoir si les motivations ou les intérêts personnels des exécutifs de l'entreprise influençaient
les choix philanthropiques. C'est une façon différente, un peu, comme je vous disais, de poser la même question. Puis c'est la moitié d'entre elles qui nous ont dit que oui, ça pouvait effectivement avoir une influence sur les choix, là, les causes qui allaient être soutenues. D'autre part, sont aussi une moitié à nous dire que les relations que l'entreprise entretient avec les organismes vont influencer leurs décisions. Là, on n'est pas dans des relations nécessairement de pouvoir, là, on est vraiment plus dans du relationnel. On en parlait pour les individus, à quel point c'est important d'entretenir les relations avec les donateurs individuels, mais c'est clairement aussi le cas pour les entreprises. Donc, tu sais, tout ce qui est apprendre à se connaître, faire visiter nos installations, communiquer notre impact, transmettre de l'information régulièrement, faire une reddition de compte, c'est vraiment des principes relationnels qu'il faut mettre en place aussi, là, évidemment, là, avec les donateurs corporatifs. Alors, je vous ai mentionné que la visibilité reprenait un peu du galon auprès des entreprises parce qu'auparavant, elles étaient plus nombreuses à nous dire que ça leur importait peu. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut leur offrir comme forme de reconnaissance? Bien, c'est la même chose que pour les PME, donc des publications sur les réseaux sociaux puis de la visibilité lors des événements. Elles sont plus nombreuses toutefois à apprécier là, que leur nom soit associé à un lieu ou un équipement. C'est 20 d'entre elles qui nous disent qu'elles apprécient cette forme de reconnaissance-là. Puis aussi, sachez que c'est une faible minorité là, qui apprécie encore les publications dans les journaux ou avoir leur nom sur un tableau d'honneur. Ça ne semble pas leur importer là, ce type de reconnaissance-là. Puis, ben, sont encore là, tout de même 20 là, à nous dire que la reconnaissance n'importe pas pour elles. Donc, voilà. Maintenant, elles sont très nombreuses à soutenir le bénévolat de leurs employés puis à les mobiliser autour des causes qu'elles soutiennent elles-mêmes. Donc, c'est 80 d'entre elles qui le font. Elles vont soutenir le bénévolat des employés en leur offrant du temps, comme les PME le faisaient, puis aussi en contribuant financièrement aux organismes auprès desquels ils s'impliquent. Puis elles vont mobiliser les employés autour des causes qu'elles-mêmes soutiennent, justement en assumant, c'est comme les PME, là, en assumant les frais d'inscription, mais aussi en jumelant les dons. C'est revenu, ça, du côté des grandes entreprises, là, jumeler les dons là, que les employés sont invités à faire là, auprès des causes soutenues. Puis aussi, le tiers d'entre elles là, nous disent qu'elles le font là, par l'organisation de collecte de fonds interne là, qui, justement, vise à lever des fonds pour les organismes soutenus. Finalement, quand les exécutifs des grandes entreprises s'engagent auprès des organismes à but non lucratif, ils préfèrent le faire d'abord en agissant comme administrateur, en prenant part donc au conseil d'administration. Puis ensuite, c'est en assumant la présidence d'honneur d'un événement. Donc, c'est quand même un rôle qui procure beaucoup de visibilité, puis qui offre réellement, là, quand le rôle est bien assumé, qui offre un soutien là, concret aux organismes, parce qu'on sait que, bien qu'elles nous disent qu'elles donnent peut-être moins par le biais de l'événementiel va demeurer. C'est une bonne façon de diversifier vos revenus. Donc, sachez que les rôles de présidence d'honneur d'événements plaisent quand même à un nombre assez important là, d'exécutifs. Puis c'est à peu près 20 à 30 d'entre eux là, qui apprécient de jouer les rôles qui sont liés davantage là, à la collecte de fonds. Donc, encore une fois, ici aussi, il y a moyen là, de les amener, de les sensibiliser à l'importance de ces rôles-là en leur faisant d'abord jouer d'autres rôles auprès de vous. Donc, voilà. Merci Amélie, merci Afaf aussi. Merci à vous tous d'être restés. Là, on m'a texté que tout le monde ou presque est resté en ligne jusqu'à la fin. Je vous remercie pour ça. Puis je vous garde une dernière petite seconde parce que là, je le sens, là, je me dis, OK, vous avez toutes reçu ces données-là, c'est complexe, on est angoissé de devoir faire des choix, focusser sur la suite. Pas de panique, c'est l'été, il fait beau, on avait envie de vous faire un cadeau. En fait, faire un cadeau à l'un d'entre vous parce que vous êtes très généreux avec nous là, d'assister en si grand nombre à notre dévoilement puis de rester jusqu'à la fin en plus. On offre à un organisme un bilan santé de votre base de données et des recommandations concrètes, faciles à mettre en œuvre et vraiment activables dès votre prochaine campagne de financement. Vous allez voir, il y a un lien qui va être partagé dans le chat. Vous devez répondre à un petit questionnaire pour vous qualifier et on va faire un choix là, dans les prochains jours. On va vous communiquer tout ça là, à travers le lien que vous allez recevoir à l'instant.
Mais vraiment, ça nous fait plaisir là, de faire ce cadeau-là à une des organisations, une cause chouchou pour épisode. Et évidemment, vous l'attendez là, en grand nombre aussi, notre étude. Notre étude est téléchargeable actuellement sur le site Web, mais c'est vraiment exclusif pour vous qui êtes présents aujourd'hui parce qu'on va vraiment l'envoyer à travers là, notre infolette que lundi prochain, suivi aussi du webinaire d'aujourd'hui en rediffusion. Alors, voilà, c'est ainsi qu'on se laisse. J'espère que vous avez apprécié votre moment. Si vous avez des questions, on demeure toujours à 2 clics ou un appel de pouvoir y répondre. Je remercie encore une fois Afaf. Merci beaucoup pour ton travail. Amélie, évidemment, comme d'habitude, merci d'être là. Et merci vraiment à toute l'équipe d'épisodes. Je sais qu'on presse le citron beaucoup dans une période d'études à chaque fois. C'est bien apprécié là, de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup.